Très bien. Donc, si vous m'entendez pas ou là, il y a un problème, vous me dites, hein, d'accord? Parce qu'apparemment, la connexion, elle n'est pas assez forte. Très bien. Alors, je vais commencer. Donc, comme c'est l'intitulé, on va parler de ce qu'on appelle les ostéopathies déminéralisantes. Alors, la définition, donc, c'est quoi? C'est un diagnostic radiologique. Comme vous voyez, ostéopathie déminéralisante. La déminéralisation, c'est pas un signe clinique, mais un signe radiologique. Finalement, c'est quoi? Ça regroupe tout un paquet de pathologies qu'on va voir tout à l'heure et qui ont un point commun, c'est quoi? C'est une déminéralisation osseuse. C'est-à-dire, quand on voit sur la radiographie, on voit que le contenu minéral osseux est diminué avec cette certaine transparence de ce qui fait donc qu'on parle de déminéralisation osseuse et vous allez voir sur la clinique donc soit elle s'accompagne ou non de fractures et qui peut être vérifiable par un outil qu'on appelle l'ostéodensitométrie. Voilà, grosso modo, d'une manière générale, pour parler des ostéopathies déminéralisantes. Voilà. Donc, il s'agit d'une ostéopathie raréfiante, c'est-à-dire il y a une raréfaction du minéral osseux, et c'est une qui va entraîner quoi? Ça va entraîner une fragilité osseuse acquise qui se traduit soit par une ou plusieurs fractures pathologiques des membres ou un ou plusieurs tassements vertébraux. Donc, les fractures donc cette raréfaction du minéral osseux va donner sur le plan radiologique une déminéralisation osseuse et sur le plan clinique, ça va se traduire soit par l'apparition des fractures, donc qu'on appelle des fractures pathologiques. Pourquoi pathologiques? Parce que c'est des fractures occasionnées par une fragilité osseuse et c'est des fractures qui vont siéger soit au niveau des membres, soit au niveau des vertèbres. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est comme on va voir quoi? Donc, on va essayer de voir le maximum de pathologies. On va s'intéresser surtout dans ce cours sur les déminéralisations osseuses bénignes et on va laisser les déminéralisations malignes. On va juste les survoler et sur le côté débat, si vous avez des questions sur les déminéralisations malignes, je peux y répondre. Voilà. Donc, ce paquet d'ostéopathie déminéralisante, donc, il est subdivisé en deux groupes. Il y a le groupe de déminéralisation bénigne et le groupe de déminéralisation maligne. Pour les bénignes, on a au premier plan l'ostéoporose, que vous connaissez tous, l'hyperparathyroïdie, et vous avez l'ostéomalacie. Donc, on va essayer de parler sur ces trois pathologies bénignes. Et sur les malignes, vous avez la maladie de Kahler, qu'on appelle le myélome multiple, et les métastases osseuses. Vous me suivez? C'est bon, je continue? Oui, professeur. Très bien. Alors, maintenant, qu'en est-il pour le rappel physiopathologique? Alors, vous savez que l'os est le siège d'un constant renouvellement. L'os, il est en perpétuel renouvellement. L'os est un tissu osseux, comme la peau, comme les autres tissus. Il doit être en renouvellement perpétuel. Ce renouvellement est appelé remodelage osseux. Donc, nous avons pratiquement trois cellules qui favorisent ce renouvellement osseux ou qui ont en charge ce remodelage osseux. Nous avons la première cellule, c'est des cellules qui ont en charge la formation de l'os, qu'on appelle les ostéoblastes. Il y a des cellules qui ont la résorption en charge, la résorption osseuse qu'on appelle les ostéoclastes. Et il y a une troisième type de cellules qu'on appelle les ostéocytes. Et c'est les troisièmes cellules, c'est des cellules qui ont en charge le remodelage, le contrôle du remodelage de manière générale. Mais apprenez, ayez à l'esprit deux grandes cellules qui sont les ostéoblastes, formation, et les ostéoclastes, résorption. Et les activités sont couplées dans le temps et dans l'espace qu'on appelle unité de remodelage. Tout se passe au niveau de l'unité de remodelage. Voilà. Alors, les circonstances de découverte, c'est quoi? C'est d'abord des douleurs osseuses. Le malade, quand il vient parce qu'il a mal. Et il a mal où? Au niveau de l'os. Donc, on a des douleurs osseuses soit au niveau de la colonne vertébrale, c'est des douleurs osseuses rachidiennes, ou bien au niveau du bassin, c'est des douleurs osseuses pelviennes.
Ou bien il peut aller vers un autre signe qui n'est pas un symptôme, mais plutôt une complication qui est la fracture. Et cette fracture, elle peut survenir au niveau de tous les membres, tous les os, sauf le crâne et sauf les os donc des phalanges et des métatarses. Donc, tous les autres os peuvent être touchés par la fracture, surtout la fracture pathologique. Et vous avez la fracture la plus sévère, c'est la fracture du col du fémur qui est mortelle. Et vous avez la première fracture qui peut apparaître, c'est la fracture de l'avant, du tiers inférieur de l'avant-bras, c'est-à-dire la fracture de Put-Coats. Ensuite, il peut venir pour une diminution de la taille ou apparition d'une déformation rachidienne, par exemple une syphose dorsale exagérée, ou bien une découverte fortuite. Pour n'importe quelle autre manifestation, vous allez lui demander des radiographies, vous allez demander une DMO et vous allez voir qu'il a une ostéoporose ou une ostéopathie déminéralisante. Voilà les véritables circonstances de découverte de l'ostéopathie déminéralisante. Alors, à l'examen clinique, qu'est-ce qu'on doit faire devant une ostéopathie déminéralisante? On doit rechercher une diminution de la taille. Vous allez voir pourquoi on recherche la diminution de la taille. On demande au malade, donc s'il a mal, donc on recherche une douleur provoquée à la pression, surtout la pression des épineuses au niveau des vertèbres. On peut apprécier les déformations rachidiennes à l'inspection, s'il y a une syphose dorsale importante, exagérée. Rechercher des signes évoquant une étiologie, par exemple la recherche donc, de la faiblesse musculaire ou d'une myopathie qui est stigmate donc de l'ostéomalacie, comme on va voir tout à l'heure. Voilà qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'examen clinique. Maintenant, sur le plan général, quel est au minimum le bilan biologique à demander? On peut demander une formule, on peut demander un syndrome, un bilan inflammatoire, par exemple une VS, une CRP. On peut demander un bilan stigmate de la formation de résorption osseuse, c'est-à-dire une calcémie, une phosphorémie, un phosphatase alcaline. Un bilan rénal est important, surtout pour le traitement, les étiologies, urécréate, la calciurie, etc. Et d'autres bilans peuvent être demandés, mais c'est en fonction de l'orientation clinique. Ça dépend, par exemple, l'électrophorase des protéines quand on suspecte un myélome, des hormones thyroïdiennes quand on en suspecte une hyperthyroïdie ou une hyperpara, PTH aussi, vitamine D, et qu'on peut demander pratiquement dans toutes les étiologies d'ostéopathie bénigne, un bilan hormonal complet chez l'homme, tel que le testostérone, la FSH et la LH. Voilà. Mais le minimum, c'est ce que je viens de vous dire en haut. Voilà. Donc, on va voir ça, c'était d'une manière générale comment aborder, sans voir l'étiologie, comment aborder une ostéopathie déminéralisante. Maintenant, on va voir étiologie par étiologie et on va voir quelles sont les caractéristiques de telle ou telle étiologie. On va commencer par la plus fréquente et que vous devez connaître, c'est l'ostéoporose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose? L'ostéoporose, il faut savoir qu'elle fait partie des ostéopathies déminéralisantes où le bilan biologique est strictement normal. La VS est normale et bilan phosphocalcique est normal. Donc, si on vous pose une question, on vous dit quelle est l'ostéopathie déminéralisante à bilan biologique normal, vous pensez directement à l'ostéoporose. Ça, c'est très important. Donc, la définition, c'est une diminution de la masse osseuse et une altération de la microarchitecture et c'est surtout l'altération de la qualité de l'os. Vous savez que l'os, il est défini par deux choses. Il est défini par sa densité, sa masse osseuse, il est défini par sa qualité. Donc, quand il y a une ostéoporose, c'est quand il y a ce déséquilibre entre qualité et quantité de l'os. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait les deux? Ce déséquilibre entre quantité et qualité va entraîner donc une fragilité et la fragilité va entraîner un risque accru de fracture. Donc l'OMS a proposé donc une définition de l'ostéoporose que vous allez voir tout à l'heure. Donc cette slide ou cette diapo, elle est très importante, vous allez voir, surtout dans la prévention. Regardez bien ces courbes. Alors je vais essayer d'utiliser ma flèche. Voilà. Alors, suivez ma flèche et vous allez comprendre. Donc, cette courbe, c'est une courbe qui nous donne donc la corrélation qui existe entre la masse osseuse durant toute la vie, depuis la naissance à 0 âge, à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans, jusqu'à la mort. Et là, vous avez la masse osseuse. La masse osseuse en bleu
qui intéresse l'homme et en vert qui intéresse la femme. Voilà. Alors, on va commencer par la femme, surtout ce qui nous intéresse le plus. La femme qui est en vert, vous voyez, à 0, c'est-à-dire à la naissance, la masse osseuse, elle augmente, elle augmente, elle augmente, jusqu'à donner à l'âge de 20 ans ce qu'on appelle un pic de masse osseuse. Et à partir de ce pic, il n'y aura plus d'augmentation. Vous remarquez avec moi qu'il y a un plateau qui va aller jusqu'à 40 ans. Et à partir de 40 ans, c'est-à-dire à la périménopause, donc la masse osseuse va diminuer lentement. Et à la ménopause, 45 ans à 50 ans, vous voyez qu'il y a une diminution importante de la masse osseuse qui va entraîner ce qu'on appelle un risque accru de fracture. D'accord? Voilà ce qui se passe chez la femme avec la masse osseuse en fonction de l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut investir dans notre os, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'augmenter ce pic-là. Plus ce pic est augmenté, ce qu'on appelle le capital osseux, plus ce capital osseux est grand et important, plus cette zone de risque accru de fracture sera le moindre possible à atteindre. C'est pour ça qu'il faut, depuis ce qu'on appelle la prévention primaire, depuis le jeune âge, il faut essayer d'avoir des bons os pour ne pas arriver donc à un risque accru de fracture après la ménopause. Voilà ce que ça veut dire. Bien. Alors, le diagnostic positif, comment on le fait? C'est par l'osteodensitométrie. J'en suis sûre que vous avez eu l'occasion d'entendre parler de cet appareil, cet osteodensitomètre. Donc, c'est un examen de choix pour confirmer une déminéralisation osseuse avant l'apparition de la fracture. Et ça mesure quoi? Cette DMO, elle mesure l'écart qui existe entre la valeur donc, du patient et la valeur de référence mesurée chez l'adulte jeune. Et elle est exprimée en écart type. Donc, c'est un calcul qu'elle fait. On met le malade sur la table et il y a les rayons X qui vont se défiler sur son corps. Et après, on a un calcul qui va mesurer la masse osseuse de ce malade sur la table avec la masse osseuse que normalement un adulte jeune doit avoir. Un sujet normal doit avoir de même sexe. Et vous allez, un adulte jeune, voilà qui est la référence. Et cette différence qui existe va nous dire est-ce qu'il a une ostéoporose ou il n'a pas d'ostéoporose. C'est grâce à cet écart type, voilà l'appareil que vous voyez en haut, et voilà les résultats de DMO que vous voyez en bas. Une DMO au niveau du rachis lombaire et une DMO au niveau de la hanche. Et ce que vous voyez ici, c'est ce que je vous ai dit, les calculs et l'écart type que vous voyez. Et l'OMS, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a défini donc l'ostéoporose en fonction du résultat de ce écart type qu'on appelle le T-score. Alors, lorsque le T-score est supérieur ou égal à 1, c'est qu'une DMO, elle est normale. Lorsque le T-score est compris entre moins 1 et moins 2,5, on a une ostéopénie, c'est-à-dire on n'a pas une ostéoporose, on a une diminution de la masse osseuse. Et lorsque le T-score est inférieur à moins de 5, là on parle d'ostéoporose. Et lorsque le T-score est inférieur à moins de 5, associé à une ou plusieurs fractures, on parle d'ostéoporose sévère. Voilà donc la définition densitométrique de l'ostéoporose en fonction du T-score. Professeur, Oui. la réunion va s'occuper dans 10 minutes. On rejoint le même lien. Oui, j'ai l'habitude. Il n'y a pas de D'accord. souci. Elle est belle, j'ai l'habitude. Très bien, je continue. Voilà. Donc, l'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse. Je vais vous expliquer pourquoi elle est considérée comme une maladie silencieuse. Elle est considérée comme maladie silencieuse parce qu'avant la fracture, qui est une complication, il ne faut pas se leurrer, la fracture, ce n'est pas un symptôme de la maladie. La fracture, c'est une complication de la maladie. Et la maladie en elle-même, elle est très difficile à faire le diagnostic précoce parce qu'elle n'a pas de symptômes. Elle n'est pas douloureuse. C'est pour ça qu'on appelle maladie silencieuse. D'ailleurs, les Anglais parlent de la maladie comme un voleur. C'est comme un voleur qui rentre à la maison sans faire du bruit. L'ostéoporose, c'est la même chose. C'est une maladie qui rentre dans le corps sans faire du bruit. C'est pour ça qu'on l'appelle comme elle est simulée à un voleur. Voilà. Et quand elle est révélée par sa complication qui est la fracture.
Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, dans l'examen clinique, il y avait une diminution de la taille et raccourcissement du tronc. Pourquoi? Pour la simple raison que la diminution de la taille est stigmate de fracture vertébrale. Donc, quand on a des fractures vertébrales, on a des tassements vertébraux, donc le sujet va diminuer de taille. C'est pour ça que quand un malade vient, la première des choses, il faut faire sa taille et la comparer à la taille antérieure. Si vous voyez qu'il y a une diminution, ça veut dire qu'il a ici fracturé les vertèbres. Voilà ce que ça veut dire et c'est très important. Donc, il y a la kyphose, il y a la gibosité, il y a des douleurs à la pression, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la raideur rachidienne avec des contractures musculaires, surtout en période douloureuse, c'est-à-dire en période de fracture vertébrale. Voilà. Donc, la biologie, qu'est-ce qu'il faut demander devant une ostéoporose? Il faut demander un bilan, le minimum, c'est-à-dire une formule qui doit être normale, une VS qui doit être normale, la calcémie, phosphorémie, phosphatase alcaline qui doivent être normaux, mais attention, mais en période de fracture vertébrale, on peut avoir une augmentation transitoire de la calcémie, d'accord? L'électrophorase des protéines est normale, la calciurie des 24, tout est normal. Ils sont tous normaux, d'accord? Voilà, ça c'est très important. L'examen radiologique est peu sensible. Donc, à la radio, on peut faire des radiographies dans l'ostéoporose, mais ça nous montre, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre une ostéoporose, une raréfaction, une déminéralisation osseuse, les vertèbres qui sont trop transparentes, etc. Et quand on voit cette image à la radio standard, sachez qu'à cette étape, il y a déjà une diminution de 30% de la masse osseuse. D'accord? Ça, c'est très important. C'est à la radio avant la fracture. Maintenant, s'il y a des fractures, bien sûr, c'est normal. On peut avoir des fractures vertébrales, on peut avoir une netteté accrue des contours osseux, etc., etc. Voilà. Voilà, donc je vous ai mis quelques photos qui vous montrent les fractures vertébrales. Regardez, ça c'est une fracture, ça c'est une fracture, ça c'est une fracture. Celle-là, regardez, c'est une fracture. Qu'est-ce que c'est qu'une fracture? Une fracture est diminuée et définie par une diminution de la hauteur de la vertèbre. Et comment vous savez qu'il y a une diminution de la hauteur de la vertèbre? Vous allez la comparer à la vertèbre normale, sus ou sous-jacente. Par exemple, cette vertèbre, elle est normale. Regardez cette hauteur et regardez cette hauteur. Cette hauteur est diminuée par rapport à cette hauteur. C'est ça ce qu'on appelle un tassement ou une fracture vertébrale. Voilà. Alors, les étiologies de l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose, elle peut être primitive ou elle peut être secondaire. Primitive, c'est-à-dire c'est l'ostéoporose post-ménopausique qui survient chez la femme après la ménopause, ou bien une ostéoporose sénile qui survient avec l'âge, c'est-à-dire à 70 ans, 80 ans. C'est le vieillissement de l'os. Voilà ce qu'on appelle une ostéoporose primitive. Par contre, il y a des ostéoporoses qu'on appelle secondaires. Pourquoi on les appelle secondaires? Parce qu'elles sont secondaires à quelque chose, à une pathologie sous-jacente. Et quelles sont les pathologies qui peuvent entraîner une ostéoporose? Vous avez les maladies endocriniennes, l'hypercorticisme par exemple, l'hyperthyroïdie, l'hypoandrogénie. Vous pouvez avoir des causes toxiques, par exemple la consommation accrue de tabac, d'alcool. Vous pouvez avoir des causes génétiques, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les ostéoporoses secondaires. Vous pouvez avoir des ostéoporoses secondaires à la prise de corticothérapie prolongée. Alors, la corticothérapie prolongée, c'est très important. Il y a une définition bien spéciale. C'est quand on prend des corticoïdes plus de 7,5 mg par jour, dépassant une période de 3 mois, ça peut entraîner une ostéoporose. Donc, faites attention. Si un malade, vous voyez qu'il doit prendre des corticoïdes plus de 7,5 par jour, milligrammes par jour, pendant plus de 3 mois, sachez qu'il va faire une ostéoporose. Il faut faire un traitement préventif. D'accord? Voilà. Donc, d'autres médicaments, on peut avoir des anticonvulsivants, on peut avoir des causes mécaniques, par exemple l'immobilisation prolongée, l'activité sportive intensive. Et bien sûr, il y a certaines pathologies rhumatismales, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique, toutes les spondylarthrites. C'est ce que vous avez déjà étudié au cours de votre 5e année. Toutes ces pathologies inflammatoires peuvent entraîner une ostéoporose secondaire. Voilà. Alors, quel est le traitement de l'ostéoporose? Alors, le but, c'est de prévenir la survenue des fractures.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut des mesures générales, c'est-à-dire lutter contre la sédentarité. Si la malade ne bouge pas, il faut qu'elle bouge. Il faut, si elle a une insuffisance en vitamine D, en calcium, il faut corriger. Si elle prend des corticoïdes, comme je vous ai dit, ou là, des anticonvulsivants, il faut éviter ou diminuer ces médicaments. Il faut lutter contre les facteurs de risque de chute, c'est surtout chez les sujets âgés, par exemple les tapis, les meubles, par exemple la salle de bain, le sol glissant, tout ça, il faut essayer donc d'aménager le sol, d'aménager l'environnement pour éviter la chute. Pourquoi? Parce que la chute égale fracture, égale fracture. Parce que la plupart des fractures pathologiques qui surviennent, ostéoporotiques qui surviennent à l'occasion d'une chute. Donc, on essaie d'éviter parce qu'on sait voilà, c'est très important. Donc, la réduction du risque de fracture, de chute, pardon, est très important. Voilà. Alors, le traitement maintenant de l'ostéoporose, il y a deux types de traitements. Il y a ce qu'on appelle les antirésorbeurs et les ostéoformateurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure dans la physiopathologie que l'ostéoporose est occasionnée par quoi? Par un déséquilibre entre formation et résorption. Donc, si l'os, il est trop formé, la formation est plus importante que la résorption, ou la résorption est plus importante que la formation. Dans l'ostéoporose, c'est la résorption qui est plus importante que la formation. Il faut qu'il y ait une balance pour que l'os soit sain. L'ostéoformation, il faut qu'elle soit égale à la résorption, c'est-à-dire il forme et il résorbe. Il forme et il résorbe en même temps. Si la résorption est plus importante que la formation, c'est-à-dire donc vous allez avoir une ostéoporose. C'est pour cela que le traitement, qu'est-ce qu'il vise? Le traitement, il vise à lutter contre la résorption, c'est ce qu'on appelle des traitements anti-résorbeurs, ou là, des traitements qui vont augmenter la formation. D'accord? C'est ce qu'on appelle les ostéoformateurs. Voilà ces deux types ou classes ou de familles de traitements qu'on utilise au cours de l'ostéoporose. D'accord? Alors, les antirésorbeurs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les biphosphonates. Il existe en Péros et en IV. On a le denosumab, c'est un biologique. Et les ostéoformateurs, on a les réparatides et on a d'autres traitements qui sont en cours d'évaluation. Voilà, grosso modo, ce que vous devez apprendre des traitements de l'ostéoporose. Ça relève de la spécialité. C'est pour cela, quand j'évite d'aller en détail, si vous voulez plus de précision, vous me posez des questions au débat. Voilà. Maintenant, on va aller au deuxième étiologie des ostéopathies déminéralisantes. Donc, on vient de voir l'ostéoporose. Maintenant, on va voir l'hyperparathyroïdie. Alors, l'hyperparathyroïdie, c'est une pathologie où la VS est normale, mais la calcémie, elle est élevée et la phosphorémie est basse. Apprenez ça, c'est très important. Rappelez-vous, ostéoporose, le bilan normal. Par contre, l'hyperparathyroïdie, la calcémie et la phosphorémie est basse. Voilà. Alors, l'hyperpara primitif, c'est quoi? Donc, on va parler de la primitive. Donc, il y a la primitive, il y a la secondaire, il y a la tertiaire, d'accord? Mais nous, on va parler de la primitive, c'est la plus fréquente. Donc, j'étais dans l'hyperparathyroïdie. Donc, je disais que l'hyperparathyroïdie, donc on parlait de l'hyperparathyroïdie primitive, tout en sachant qu'il y a la secondaire et la tertiaire. Donc, la primitive, donc, elle est due soit à l'adénome parathyroïdien, c'est-à-dire il y a un adénome au niveau des parathyroïdes. C'est quoi les parathyroïdes? C'est des glandes qui sont localisées en postérieur, derrière la thyroïde. D'accord? Voilà. Donc, on peut avoir un adénome au niveau de parathyroïde. C'est la cause la plus fréquente. Regardez, 90% des cas. On peut avoir des adénomes multiples. On peut avoir une hyperplasie diffuse. Le plus souvent, elle est due à elle peut se transformer en secondaire. Et un cancer des parathyroïdes, moins de 1%, heureusement. Voilà. Finalement, pour expliquer cette calcémie élevée et phosphorémie, vous savez que les parathyroïdes, cette glande qui siège derrière les thyroïdes au niveau du cou, elle a le rôle de quoi? De sécréter une hormone qui est la parathyroïde, ce qu'on appelle la PTH. Cette PTH, quel est son rôle? C'est une hormone hypercalcémiante. C'est-à-dire quand on a des hypocalcémies au niveau de l'organisme, la parathyroïde, elle va sécréter la PTH pour essayer d'élever le taux de calcium. C'est pour ça qu'on amène une hormone
hypercalcémiante. C'est pour cela que quand il y a un adénome parathyroïdien, donc il y a une sécrétion exagérée de la PTH, et qui dit sécrétion exagérée de PTH dit hypercalcémie. D'accord? C'est pour ça que la calcémie est élevée et la phosphorémie, elle est basse. Pourquoi la phosphorémie est basse? Toujours par le biais de l'exagération de la sécrétion de la PTH, parce que la PTH, non seulement c'est une hormone hypercalcémiante, mais aussi c'est une hormone hyperphosphaturiante, c'est-à-dire elle augmente la calcémie au niveau du sang et elle augmente la libération du phosphore par les urines. D'accord? Il y a une hyperphosphaturie. Et comme il y a une hyperphosphaturie, la conséquence au niveau du sang, c'est une hypophosphorémie. Voilà. Tnaqqas le phosphore du sang. Pourquoi? Parce qu'il y a une élimination exagérée du phosphore par le rein. S'il y a une élimination, c'est-à-dire le taux du phosphore au niveau du sang va être diminué. Ce qui explique qu'au cours de l'hyperparathyroïdie, vous avez une hypercalcémie et une hypophosphorémie. Voilà. Donc, les éthiopathogénies, donc l'hyperparathyroïdie, donc a pour conséquence une hyperostéoclastose. D'accord? Donc, une déminéralisation osseuse, une hypercalcémie et aspect classique. Donc, la PTH, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je me répète, mais c'est bien, ça vous fait, vous allez rappeler. Donc, hypercalcémie, hyperphosphaturie, et elle est quoi? Elle est déminéralisante. Donc, elle enlève tout le minéral osseux qui existe au niveau de l'os, elle le transforme au niveau, elle le transporte, et elle le transforme au niveau du sang. C'est pour ça que l'os, il va être dénué de son minéral osseux, donc il va être troué, il y aura une diminution du minéral osseux au niveau du minéral au niveau de l'os. C'est pour ça que ça donne une déminéralisation osseuse. Voilà. Alors, les atteintes osseuses, vous avez donc, qu'est-ce que vous avez comme clinique? Vous avez, comme tout à l'heure à l'ostéoporose, vous avez des douleurs comme il y a une diminution du minéral, donc l'os n'est pas assez costaud, il n'est pas assez solide. Vous allez avoir des douleurs diffuses, osseuses diffuses, plus importantes au niveau du bassin, au niveau du rachis, là où il y a beaucoup de pression. Vous allez avoir des douleurs exagérées à la pression osseuse. Vous pouvez avoir un fond douloureux permanent qui surviennent avec des paroxysmes, surtout quand il y a des fractures ou bien ce qu'on appelle des tuméfactions osseuses. Voilà, donc les fractures, c'est important. Les tuméfactions osseuses. Alors, ce qui fait la différence entre l'hyperpara et l'ostéoporose, tout à l'heure, je vous ai dit, dans l'ostéoporose, donc, il n'y a pas de douleur avant la fracture. Quand il y a la douleur, c'est qu'il y a une fracture. C'est une maladie silencieuse. Rappelez-vous de l'ostéoporose. Maintenant, dans l'hyperpara, c'est la même chose que l'ostéoporose, sauf qu'il y a une caractéristique, une particularité de l'hyperpara. C'est quoi? C'est ces tuméfactions osseuses. C'est ce qu'on appelle les tumeurs brunes. Il y a des tumeurs brunes ou des tumeurs osseuses, des lacunes osseuses qui vont souffler, qui vont souffler la peau. Ça donne ce qu'on appelle les tuméfactions. Le siège électif, c'est le tibia, l'avant-bras, au niveau du mandibule, au niveau du crâne, etc. Les déformations, elles sont tardives et on peut avoir des déformations au niveau des doigts. C'est des doigts qu'on appelle en baguette de tambour. Et la taille aussi, elle peut être diminuée. Je vous ai dit, quand il y a des fractures vertébrales, la taille diminue. On peut avoir une exagération de la syphose dorsale. Et au niveau des dents, on peut avoir une chute avec une résorption alvéolaire dentaire. Voilà. Pour les manifestations articulaires, elles sont fréquentes et elles peuvent rentrer dans le cadre des chondrocalcinoses articulaires. Voilà. Alors, les signes cliniques, il faut savoir dans l'hyperparathyroïdie, tous les signes, il faut être très méthodique. Tous les signes cliniques qui existent au cours de l'hyperparathyroïdie, c'est des signes ou c'est des conséquences directes de l'hypercalcémie. Tout ce que vous connaissez comme conséquence d'une hypercalcémie, ça peut être un motif de consultation ou un signe révélateur de l'hyperpara. Parce que je vous ai dit, l'hyperpara est caractérisée par cette hypercalcémie. Donc, l'hypercalcémie, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne une anorexie, elle donne des nausées, elle donne des vomissements, elle donne des douleurs gastriques, elle donne des dyspepsies, elle donne une constipation opiniâtre. Rappelez-vous, une hypercalcémie et constipation. Elle peut donner des attaques pancréatiques, d'accord? Elle peut donner des lithiases,
pancréatique, elle peut donner des ulcères gastro-duodénaux. Tout ça, c'est des signes d'hypercalcémie. Et parfois, on peut avoir une association donc de ce qu'on appelle le syndrome de Zollinger-Ellison. Vous connaissez, c'est un adénome pancréatique, c'est qui sécrète la gastrine. Voilà. Donc, d'autres signes aussi qui sont liés à cette hypercalcémie, vous pouvez avoir des signes neuropsychiques, vous pouvez avoir des hallucinations, une dépression, une confusion. Tout ça, c'est en rapport avec une hypercalcémie. Vous pouvez avoir une aryflexie osteo-tendineuse, une hypotonie musculaire, une asthénie, fatigabilité intense. Voilà, tout ça, c'est des signes liés à l'hypercalcémie. Voilà, des signes. Donc, qui dit hypercalcémie dit aussi des troubles cardiaques, par exemple des troubles du rythme, tachycardie, extrasystole, les raccourcissements du QT. Tout ça, ça peut être lié, on peut avoir des lésions rénales, lithiase. Et parfois, ça peut aller vers une insuffisance rénale qui est une complication majeure de cette hyperparathyroïdie. Voilà. Alors, comment on fait le diagnostic? Je vous ai dit, en dehors des signes cliniques, il y a la biologie qui est très importante. Et c'est quoi? C'est l'association biologique de l'hypercalcémie et rappelez-vous, l'hypophosphorémie, qui sont présentes dans pratiquement les 2 tiers des cas. Quand vous avez une hypercalcémie, hypophosphorémie, sachez qu'il s'agit d'une hyperparathyroïdie. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le dosage de la PTH qui est élevé dans 80-90% des cas. Voilà. Alors, sur le plan radiologique, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir, bien sûr, puisqu'on est dans le cas des ostéopathies déminéralisantes, donc vous pouvez avoir une déminéralisation osseuse. Vous pouvez avoir des aspects très particuliers de l'hyperpara qui sont une disparition des loupes phalangiennes ou bien ce qu'on appelle un aspect en sucre d'orge. Je vais vous montrer les radios et vous allez voir. Le rachis, c'est une hypertransparence osseuse. Vous pouvez avoir des tassements vertébraux, des vertèbres en sandwich, des géodes osseuses, des tumeurs osseuses, des fractures osseuses, des déformations, etc. Et je vais vous montrer cet aspect très caractéristique de l'aspect d'une hyperparathyroïdie au niveau des mains. Regardez cet aspect, c'est des phalanges. Vous les voyez? Vous les voyez? Cet aspect sucé des phalanges? Est-ce que vous les voyez? Je suis en train de vous les montrer avec la flèche. Oui. Allô, allô? Vous êtes en train de les voir? Cet aspect sucé en sucre d'orge? Oui, oui. Oui, très bien. Voilà. Les tumeurs brunes, c'est quoi les tumeurs brunes? Je vous ai expliqué tout à l'heure. Les tumeurs brunes, c'est quoi? C'est des lésions lytiques, c'est des lacunes au niveau de l'os qui vont s'associer à une tuméfaction des parties molles en regard, qui va donner une tuméfaction. C'est pour ça qu'on les appelle tumeurs osseuses. D'accord? Ou tumeurs brunes. Regardez, je vous ai donné un exemple. Regardez cette grosse lacune. Vous voyez cette grosse lacune ici, associée à une tuméfaction ou un épaississement des parties molles. Regardez aussi là, cette grosse lacune là au niveau de la phalange et qui entraîne une augmentation en regard des parties molles. Regardez, tout ça, on les appelle des tumeurs brunes très caractéristiques, voilà, de l'hyperparathyroïdie. Voilà. Donc, le diagnostic, on fait une échographie. Comment on fait une échographie thyroïdienne? On fait une échographie parathyroïdienne, voilà, et on fait une scintigraphie au MIBI qui va entraîner, donc qui va nous montrer l'adénome s'il existe, voilà. Alors, le traitement, c'est un traitement chirurgical. C'est le seul traitement de l'hyperparathyroïdie primitive, c'est l'ablation de l'adénome en cas d'adénome ou une parathyroïdectomie subtotale au total s'il y a une atteinte multiglandulaire ou une hyperplasie. Là, on sera obligé d'enlever les glandes. D'accord? Voilà. Voilà, donc ça c'était pour l'hyperpara. Ensuite, on va sauter à la troisième étiologie d'ostéopathie bénigne, et c'est la dernière, c'est l'ostéomalacie. Qu'est-ce que c'est l'ostéomalacie? Alors, l'ostéomalacie, comme son nom l'indique, l'étymologiquement, c'est un os mou, ostéomalacie. Malacie, c'est mou, et os, c'est-à-dire c'est un os mou, il est mou. Et c'est l'équivalent au rachitisme. Si vous avez fait la pédiatrie, c'est la même chose que le rachitisme chez l'enfant. Alors, le rachitisme chez l'enfant est égal à ostéomalacie chez l'adulte. On ne peut pas parler de rachitisme chez l'adulte, d'accord? C'est la terminologie qui change, mais c'est la même pathologie. Donc, rachitisme enfant, ostéomalacie adulte. C'est une infection déminéralisante diffuse
c'est comme les autres, c'est un défaut de minéralisation de la trame protéique normale de l'os. Et quand il y a une carence en vitamine D et une carence en calcium, voilà, ça donne ce rachitisme ou cette ostéomalacie chez l'adulte. Voilà. Alors, donc vous savez donc que je vais vous montrer cette image. Vous allez mieux comprendre sur cette image. Alors, la vitamine D. Alors, la vitamine D, comment elle est? Elle a double origine. Elle a une origine de la peau, au niveau de la peau, c'est les ultraviolets, c'est le soleil. Ou ultraviolet, donc va entraîner une synthèse de la vitamine D au niveau de la peau pour donner ce qu'on appelle la vitamine D3 ou le cholécalciférol. La deuxième origine en dehors du soleil de la peau ou des ultraviolets, c'est l'alimentation, d'accord? Mais la plus grosse part aux origines de la vitamine D, c'est le soleil, c'est pas l'alimentation. L'alimentation, c'est pratiquement un tiers. Les 2 tiers, c'est la peau. Voilà. Donc, alimentation, ultraviolet, peau, ça vous donne la vitamine D3. Bien. Alors, suivez avec moi. La vitamine D3, elle va être métabolisée au niveau du foie pour donner la 25-OH, ce qu'on a l'habitude de prendre. Bien. Ensuite, cette 25-OH au niveau du rein, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être métabolisée en 1,25 dihydroxycholciférol et au niveau de l'intestin. D'accord? Voilà. Donc, regardez la parathyroïde. La parathyroïde, qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous avez une hypocalcémie, c'est-à-dire cette vitamine D, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter l'absorption du calcium au niveau de l'intestin. C'est grâce à cette vitamine D que le calcium est absorbé au niveau de l'intestin. S'il y a un manque de vitamine D, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un manque de calcium, on aura une hypocalcémie. Et si on a une hypocalcémie, qu'est-ce qu'il y aura? Rappelez-vous, il y aura une sécrétion importante de PTH réactionnelle qui va essayer de quoi? D'augmenter le taux de calcium en l'utilisant de l'os, en le ramenant de l'os. D'accord? Vous avez compris? Oui, professeur. Les signes cliniques. Alors, les douleurs osseuses, elles peuvent être comme dans toutes les autres ostéopathies déminéralisantes, elles sont diffuses, elles sont mécaniques, prédominantes, rappelez-vous, comme l'hyperpara au niveau du rachis, au niveau des ceintures. La marche, elle peut être dandinante, elle marche comme une dinde, avec des myalgies et une faiblesse musculaire, ce qu'on appelle l'aspect pseudo-myopathique. On peut avoir des déformations osseuses dans les formes évoluées. Par exemple, au niveau des membres inférieurs, on peut avoir un genou varum ou un genou valgum. Au niveau du rachis, on peut avoir une perte de la taille. Et au niveau du thorax, rappelez-vous le rachitisme chez l'enfant, on peut avoir un thorax en cloche ou en violon, ou bien le sternum en carène qu'on a l'habitude de voir chez l'enfant. Et bien sûr, à un stade ultime, on peut avoir des fractures. Voilà. Sur le plan biologique, donc ça dépend de l'étiologie de l'ostéomalacie, parce que l'ostéomalacie en elle-même, il y a beaucoup d'étiologies. Il y a 2 classes d'étiologie. Il y a les ostéomalacies vitaminosensibles et il y a ce qu'on appelle les ostéomalacies vitaminorésistantes. Les ostéomalacies vitaminosensibles, c'est ceux qui répondent à la vitamine D. Dès qu'on donne la vitamine D, il y a toute la régression des symptômes et il y a le rétablissement donc de la maladie. C'est ce qu'on appelle vitamine D. Alors, sur le plan radiologique, vous avez les radios standards, donc transparence, aspect flou, les corticales qui sont estampées, on a cet aspect sale et mal lavé des radios. Quand on voit les radios, oh, qu'est-ce que c'est que ces radios? Elles sont floues, elles sont mal lavées. Ça, c'est un signe de l'ostéomalacie. On peut avoir des fissures. Les fissures, elles sont pathognomoniques de la maladie. On les appelle les stries de Loser-Milkman. Apprenez, j'en suis sûre que vous avez fait votre 5e année, rappelez-vous les stries de Loser-Milkman. C'est très important, elles sont pathognomoniques de l'ostéomalacie. C'est des bandes radiotransparentes perpendiculaires à la corticale qui se trouvent au niveau du bassin. Je vais vous montrer des radios, vous allez voir. Et aussi, vous avez ces déformations très caractéristiques de la maladie. C'est ce qu'on appelle le bassin en cœur de carte à jouer et des vertèbres qui sont tassées. Je vais vous montrer des radios. Voilà. Voilà les stries de Loser-Milkman. Vous voyez cette strie qui est perpendiculaire au plan donc de l'os. Regardez,
Ça, c'est une strie de Loser-Milkman. Ça, c'est une strie de... Vous la voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà, regardez cette strie de Loser-Milkman et regardez cette grande strie de Loser-Milkman qui se trouve au niveau du col. Et cette strie, elle va se compliquer bientôt par une fracture du col. Voilà. Voilà, donc cet aspect, regardez, c'est un aspect flou, mal lavé, vous voyez, et on a cette déformation donc du bassin en cœur à carte à jouer. Donc, vous avez vu les cartes à jouer, donc il y a le cœur de la carte à jouer, donc ça fait rappeler cette forme-là. Voilà, et regardez les stries, regardez cette strie, regardez-la. Voilà, regardez ici, une grande strie, regardez ici, une grande strie. Voilà, ça, c'est un bassin d'une osteomalacie. Voilà. Regardez tout ça. Voilà. Regardez ici la strie de Loser-Milkman. Et les vertèbres, regardez des vertèbres qui sont biconcaves. Voilà, ça c'est très pathognomonique de l'ostéomalacie. Voilà. Donc, la scintigraphie osseuse peut montrer cette hyperfixation des fissures ou des stries, et l'ostéodensitométrie donc nous fait dire qu'il s'agit d'une masse osseuse très basse avec un T-score, comme je vous ai dit tout à l'heure, inférieur à moins de 5. Voilà. Donc, la biopsie osseuse, elle peut nous montrer, mais on ne le fait plus actuellement, cette biopsie, parce que c'est un signe invasif. Donc, on a assez d'éléments biologiques et l'interrogatoire qui permettent de nous faire le diagnostic. La clinique et la radio, la biologie suffit largement. On n'a pas besoin de faire d'histologie. Voilà. Alors, les étiologies, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir des étiologies carentielles, et des étiologies d'origine digestive, par exemple un défaut d'absorption de la vitamine D, une maladie cœliaque. Attention, la maladie cœliaque, elle peut nous donner donc une ostéomalacie secondaire, une maladie cœliaque. Ça, c'est le diagnostic et l'étiologie la plus fréquente des ostéomalacies carentielles. Voilà, on peut avoir d'autres ostéomalacies, comme je vous ai dit, des ostéomalacies vitamino-résistantes, c'est celle des ostéomalacies d'origine hépatique, telles que la cirrhose, une insuffisance hépatocellulaire. On peut avoir une ostéomalacie d'origine rénale, une insuffisance rénale chronique, elle peut nous donner une ostéomalacie iatrogène due aux médicaments, surtout les antiacides, les anticonvulsivants. Voilà. Maintenant, le traitement. Alors, le traitement, comme vous savez très bien, donc je vous ai dit, l'ostéomalacie est due à une carence en vitamine D. Donc, ça veut dire quoi? Le plus souvent, ça veut dire donner de la vitamine D et vous allez régler l'affaire. Donc, la vitamine D, comment il faut la donner? Soit on donne de la vitamine D2, le stérogile, ou le 25-OH, le calcium d'hydrogyle, c'est le plus ce qu'on a l'habitude de faire, ou bien donner le 1-alpha, c'est en goutte. Voilà. Le calcium et le phosphore, donc ça, le calcium surtout, il faut rajouter, et le phosphore, c'est en fonction de l'étiologie. Voilà. Les indications, donc il faut toujours donc, poser la question sur l'alimentation et l'exposition solaire. Donc, enrichir l'alimentation en apport en vitamine D, demander aux malades de s'exposer au soleil pour donc augmenter aussi la vitamine D. Et voilà les doses de la vitamine D qu'on doit donner, soit de la vitamine D2, le stérogile, on peut aller de 2000 à 4000 unités par jour plus le calcium. On peut donner pour l'ostéomalacie par malabsorption, on peut donner du dédrogyle, c'est-à-dire du 25 plus le calcium. Et pour l'atteinte rénale, on peut donner le 1-alpha plus le calcium. Voilà. Donc, en conclusion, donc il faut penser à éliminer une affection maligne. Je vous ai dit le myélome et les métastases osseuses. Avoir une démarche diagnostique, savoir la clinique, la biologie et la radiologie de toutes les autres étiologies pour que vous puissiez classer votre pathologie. Est-ce qu'on est dans le domaine d'une ostéopathie bénigne ou est-ce qu'on est dans le domaine d'une ostéopathie maligne? Voilà, donc grosso modo, les caractéristiques de chaque pathologie et de manière générale, comment il faut procéder pour faire le diagnostic ou l'élimination de la bénigne, de la maligne. Voilà. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Docteur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, allez-y. Dans l'ostéoporose, vous aviez dit qu'on a un excès de résorption osseuse. Oui, oui. Mais malgré ça, on a un bilan biologique tout à fait normal. Je n'ai pas compris pourquoi. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stigmate biologique. C'est sûr.
sur le plan physiopathologique, on explique qu'il y a une augmentation de la résorption et la formation n'arrive pas à combler la résorption. D'accord? C'est comme une balance. Il faut que le kef à la résorption soit égal au kef à la formation. Mais il n'y a aucun stigmate biologique. La calcimie, la phosphorémie, la VS, tout est normal, sauf s'il y a une fracture. D'accord? Merci. Autre question? Professeur, Je vous si on a écoute, une Alice. tension avec une douleur osseuse de l'ordre du membre de l'ordre rachis, quelle est la démarche diagnostique pour s'orienter vers une telle étiologie? J'entends très mal. Ah, ou de la question, tac? Lorsqu'on a un patient, une patiente, J'entends très mal. Articulez bien. J'entends très mal. Je vous entends très mal. Articulez. Articulez pour que je puisse vous entendre. si on a une patiente Oui, avec des douleurs osseuses au niveau de rachis ou bien des membres supérieurs, oui, oui. comment s'orienter vers une telle étiologie? On pratique la démarche diagnostique. Est-ce qu'on demande les bilans biologiques? Oui, on fait quoi? Donc, vous voulez dire qu'une malade vient en consultation. Imaginez une malade qui vient en consultation pour des douleurs osseuses. C'est ça? Oui. Très bien. Alors, douleurs osseuses, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est l'interrogatoire. Il faut lui demander les douleurs osseuses, est-ce qu'elles sont mécaniques ou elles sont inflammatoires? Ça, c'est la première question. D'accord? Il faut demander les antécédents de la patiente. OK? C'est là un antécédent de pathologie inflammatoire, si elle a un antécédent de néo, si elle a un antécédent de pathologie endocrinienne, tous les antécédents que je viens de vous le dire, pour essayer d'orienter l'étiologie. Ça, c'est l'interrogatoire. À l'examen clinique, vous l'examinez et vous voyez si elle a une diminution de la taille, si elle a ou dans les antécédents, il faut demander aussi si elle a un antécédent de fracture. Si c'est un antécédent de fracture, il faut demander la fracture, est-ce que c'est une fracture pathologique ou une fracture de hauteur importante. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un bilan. Dans le bilan, c'est le bilan qui va vous faire la part des choses, qui va vous aider à faire la part des choses avant de faire la radiographie. Le bilan, qu'est-ce qu'il va vous faire? Un bilan inflammatoire. Si vous voyez, vous avez vu dans les ostéopathies déminéralisantes, dans toutes les ostéopathies déminéralisantes bénignes, la VS est normale, la CRP est normale. D'accord? Donc, la première des choses, il faut regarder la VS. S'il y a un syndrome inflammatoire, ça veut dire, ça veut dire là que vous êtes plus, vous allez basculer plus vers une ostéopathie déminéralisante maligne que dans une ostéopathie déminéralisante bénigne. Et dans ce cas-là, il faut demander l'électrophorase des protéines, il faut demander tout ce qu'il faut pour voir des examens à la recherche des marqueurs tumoraux, etc. Aller vers une ostéopathie déminéralisante maligne. Maintenant, si la BS est normale, là, vous avez le choix. Vous avez le choix entre ce que je vous ai dit, entre soit une ostéoporose, soit une hyperpara, soit une ostéomalacie. Là aussi, le bilan biologique va vous aider énormément, surtout par rapport au bilan phosphocalcique. Si vous avez une hypercalcémie, pensez à l'hyperpara. Si vous avez une hypocalcémie, pensez à l'ostéomalacie. Si vous avez un bilan phosphocalcique normal, pensez à une simple ostéoporose. C'est bon? D'accord, merci. En prie. Alors, je lis les questions. Dans l'ostéomalacie, on a une hyperphosphaturie ou une hypophosphaturie. Alors, si vous avez bien compris la physiopathe de l'ostéomalacie, je me répète. Je vous ai dit, l'ostéomalacie, elle est due à une carence en vitamine D. Donc, s'il y a une carence en vitamine D, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une diminution d'absorption du calcium. Et s'il y a une diminution d'absorption du calcium, ça veut dire qu'on aura une hypocalcémie au niveau du sang. Donc, si on a une hypocalcémie, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, on aura une augmentation de la PTH. Je vous ai dit, la PTH, c'est une hormone hypercalcémiante. Quand on a une hypocalcémie, tac, 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 il y a un stimulus au niveau des parathyroïdes pour sécréter la PTH pour essayer d'élever le taux de calcium. Donc, on a une augmentation de la PTH. Et cette PTH, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente le taux de calcium, elle essaie d'augmenter le taux de calcium. C'est une hormone hypercalcémiante, je l'ai dit, et une hormone hyperphosphaturiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au cours de l'ostéomalacie,
vous avez quoi? Vous avez une carence en vitamine D, vous avez une hypocalcémie, vous avez quoi? Une hypophosphorémie. Pourquoi vous avez une hypophosphorémie? Parce que vous avez une hyperphosphaturie. Pourquoi vous avez une hyperphosphaturie? Parce que vous avez une sécrétion accrue de PTH. Voilà. Devant une attendez, je suis en train de lire vos questions. Devant une radio qui montre des condensations osseuses, quel diagnostic doit-on évoquer en premier? Madame, mademoiselle, je suis en train de faire un cours sur les déminéralisations osseuses. Je ne suis pas en train de faire un cours sur les condensations. Ça, c'est un autre volet. Condensation et déminéralisation, c'est complètement opposé, d'accord? Et ce n'est pas dans le programme. Alors, une autre question. Il n'y a pas de douleur sauf s'il y a fracture en cas d'ostéoporose. Oui. Alors, et qu'en est-il de l'hyperparathyroïdie? Oui, dans l'hyperparathyroïdie, on peut avoir des douleurs osseuses même s'il n'y a pas de fracture. Ça, c'est normal. D'accord? Parce qu'il y a c'est les douleurs qui sont issues, je vous ai dit, c'est tous les signes qui sont liés à l'hypercalcémie. Alors que l'ostéoporose, le bilan biologique, je vous ai dit, est normal et c'est une maladie silencieuse. Si vous n'avez pas de fracture, vous n'avez pas de douleur. Alors qu'au cours de l'hyperparathyroïdie, vous pouvez avoir des douleurs osseuses diffuses, même si en absence de fracture. Voilà. Vous êtes en train de m'écouter là? Je poursuis. Allô, allô? Oui, professeur. Oui, professeur. Très bien, voilà. Alors, je vais aller dès le début. Alors, le tassement vertébral et les fractures dans l'ostéoporose ne donnent pas de signes neurologiques ou signes de compression médulaire. Oui, c'est une très bonne question. Oui, bien sûr. Alors, les fractures vertébrales de l'ostéoporose, c'est des fractures qui sont bénignes. Ce n'est pas des fractures malignes. Alors, les fractures malignes ou les fractures d'un myélome ou les fractures de métastase osseuse, c'est des fractures qui ont des caractéristiques radiologiques tout à fait différentes des fractures vertébrales de l'ostéoporose. C'est pour ça que les fractures malignes donnent des compressions neurologiques, donnent des signes neurologiques, etc. Mais par contre, les fractures de l'ostéoporose, c'est des fractures bénignes. Il n'y a pas de recul du mur postérieur, il n'y a pas d'effacement de pédicule, etc. Voilà, ça c'est très important. C'est une très bonne question. Oui. Alors, je vais à la deuxième question. Pourquoi les phosphatases alcalines sont augmentées dans l'ostéomalacie? C'est très simple, il faut voir la biologie. Je vous ai dit, dans la biologie, je vous ai dit, il y a une hypocalcémie, il y a une hyperphosphaturie, il y a une hypophosphorémie. D'accord? Donc, tout ça, il y a ce qu'on appelle, et comme la PTH est excrétée en excès, elle va essayer d'épuiser le calcium de l'os vers le sang. Donc, cet épuisement du calcium de l'os vers le sang va entraîner une augmentation du remodelage. Et cette augmentation de remodelage donc, va entraîner une augmentation des phosphatases alcalines, voilà, qui sont des marqueurs du remodelage osseux. Alors, j'y vais à une autre question. Les fractures vertébrales des ostéoporoses sont spontanées? Oui, c'est une très bonne question aussi. Oui, bien sûr, les fractures vertébrales de l'ostéoporose sont spontanées, peuvent être spontanées. La définition des fractures ostéoporotiques, donc elle peut être, c'est quoi? C'est des fractures secondaires à une fragilité osseuse. C'est des fractures pathologiques. C'est des fractures qui sont occasionnées par un traumatisme minime. Je vais vous donner un exemple. Une simple toux. Quand la vieille, elle change elle se lève de son lit, un retournement dans le lit, une simple toux ou un éternuement peut entraîner une fracture de côte ou une fracture vertébrale. Oui, ça c'est vrai. Ensuite, quel est le traitement d'ostéomalacie vitamino-résistant? Alors, le traitement d'ostéomalacie vitamino-résistant dépend de l'étiologie. Voilà. Dans l'ostéomalacie, on a ça c'est bon. Alors, une autre question. Donc, on commence par le bilan inflammatoire pour trancher entre ostéopathie bénigne et maligne. Non, c'est faux. On ne commence pas par le bilan inflammatoire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est tout un contexte. On est des cliniciens, on n'est pas des biologistes.
D'accord. Donc, on commence, je vous ai dit, on commence par l'interrogatoire, les caractéristiques de la douleur, les antécédents, l'examen clinique et la biologie va nous aider à trancher. Je n'ai pas dit on commence jamais. Quand un malade vient, remettre le cabinet ou dans la salle d'examen, vous n'allez pas lui dire montrez-moi votre bilan ou allez-y faire votre bilan. Jamais. Ne faites jamais ça. On est des cliniciens. Questionner le malade, interroger, chercher les antécédents, les caractéristiques, d'accord, examinez-le. Après, on demande la radio et la biologie. C'est un faisceau d'arguments qui va nous dire est-ce qu'on est dans une ostéopathie bénigne ou on est dans une ostéopathie maligne, d'accord? Alors, les doigts en baguette de tambour et Hippocrate, non, ça n'a rien à voir, oh là là, complètement, non, ça n'a rien à voir, les baguettes de tambour et l'hippocratisme digital, ça n'a rien à voir. Oh là là, le testament vertébral et les fragments ne donnent pas de signe, ça c'est bon, je l'ai lu. Par quel mécanisme le myélome multiple donne une déminéralisation osseuse? Alors, je ne voulais pas trop détailler par faute de temps, mais le myélome multiple donne une déminéralisation osseuse. C'est une gamma. D'abord, c'est quoi le myélome multiple? C'est une gammapathie monoclonale. Une gammapathie monoclonale, c'est-à-dire il y a une hypersécrétion donc des immunoglobulines, d'un seul clone d'immunoglobulines. Vous savez que les immunoglobulines, elles sont nombreuses. Il y a les IgA, les IgM, les IgG, etc. Dans le myélome multiple, comme c'est une néoplasie, donc il y a un dérèglement génétique ou un dérèglement quelque part qui va entraîner une hypersécrétion monoclonale, c'est-à-dire au lieu de sécréter plusieurs types, on a un seul type. C'est pour ça qu'à l'électrophorase des protéines, vous avez le pic monoclonal au niveau de l'électrophorase qui nous montre qu'on est devant la présence d'un myélome multiple. Et c'est en fonction du type de cette immunoglobine qu'on peut dire qu'il s'agit d'un myélome multiple à IgA, un myélome multiple à IgG, un myélome multiple à IgD, ou etc. D'accord, ou IgM, etc. Le plus souvent, c'est le IgG. Voilà. Donc quand il y a ce myélome ou cette hypersécrétion monoclonale, il y a ce qu'on appelle la sécrétion d'une cytokine qu'on appelle c'est un facteur, comment dirais-je, j'ai oublié son nom, c'est un facteur monoclonal et qui a la caractéristique d'entraîner une déminéralisation osseuse. Voilà. D'une manière générale, comment ça se passe, la déminéralisation osseuse. Et bien sûr, dans le myélome, il y a ce qu'on appelle l'hypercalcémie aussi. Donc, il y a la fuite aussi du capital osseux de l'os vers le sang, qui entraîne aussi, qui peut contribuer à la déminéralisation osseuse. Voilà. Le myélome multiple et les métastases, comme ce n'est pas de votre spécialité, c'est pour ça que je ne voulais pas trop détailler. Le plus important, c'est d'essayer de faire la part des choses entre une ostéopathie bénigne et une ostéopathie maligne. C'est ça le plus important. Voilà. Il n'y a pas de douleur, sauf s'il y a fracture en cas d'ostéoporose. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Alors, comment la parathormone augmente la vitamine D? Non, je n'ai pas dit que la parathormone augmente la vitamine D. Attention, la parathormone augmente le calcium, elle n'augmente pas la vitamine D. C'est en cas d'une carence en vitamine D qu'il y a une diminution de calcémie, donc qu'il y a la sécrétion de parathormone. Attention. Devant une radio qui montre des comptes, ça c'est bon. Pourquoi il faut de toute façon augmenter ça? C'est bon. C'est bon. Alors, quel est le bilan de surveillance d'ostéomalacie traité par la vitamine D? Oui, c'est bon. Alors, le bilan de surveillance, c'est un bilan, donc il y a des bilans radiologiques, mais surtout des bilans biologiques. Le bilan biologique, qu'est-ce que c'est? C'est de voir la calcémie. Est-ce qu'il y a une augmentation du calcium? Est-ce qu'il y a une augmentation de la vitamine D? Est-ce qu'il y a une diminution de la PTH? Et surtout, quand il y a, et surtout la calciurie. La calciurie est très importante aussi. D'accord? Parce qu'on donne de la vitamine D. Mais c'est surtout le calcium et la vitamine, le dosage de la calcémie et de la vitamine D. Quand on donne de la vitamine D, la première des choses, c'est de doser la vitamine D et voir si elle est à des taux normaux, tout en sachant que le taux normal de la vitamine D, il est de 30 nanogrammes par millilitre.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un adénome parathyroïdien en rapport avec hypersécrétion de PTH dans l'osteomalacie? Alors, dans l'osteomalacie, l'hypersécrétion de la PTH, c'est le plus souvent une hyperplasie. Pourquoi? Parce que c'est réactionnel à un état de calcémie chronique